Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al24 News. Aujourd'hui, nous allons parler Ukraine. Dans la nuit du 22 au 23 mai, des drones ukrainiens ont frappé la station radar d'Armavir dans la région de Krasnodar Krai, au sud-ouest de la Russie. Ce radar est considéré comme l'un des piliers du dispositif nucléaire de ce type, une sorte de radar d'alerte précoce russe conçu justement pour détecter des attaques de missiles nucléaires. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'il en ressort? Tout de suite, les détails. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Karel Verheyken, expert en géoéconomie, Institut Schiller en France. Monsieur Karel Verheyken, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi le plaisir. Alors, un drone qui attaque, ou des drones ukrainiens qui attaquent justement un système d'alerte ou de radar russe dans une région déjà en conflit, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que réellement il y a lieu de s'inquiéter, pour commencer? Oui, je pense que ça s'inscrit dans un processus où en fait la situation devient hors contrôle. D'une part parce que sur le front ukrainien, en fait, l'Ukraine est en train de perdre la guerre selon, disons, c'est une guerre par procuration, comme on dit, c'est-à-dire les États-Unis et l'OTAN veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, petit à petit aussi, il y a une réalité, en fait, avec la livraison et l'arrivée de certaines armes, notamment les fameux MGM 140, qui sont des missiles tactiques qui ont commencé à être livrés donc, au mois de mars et qui commencent à être utilisés. Alors, une fois que vous avez des missiles tactiques extrêmement coûteux et difficiles à manœuvrer, oui. évidemment, on va tenter du côté ukrainien de frapper les installations sur le territoire russe qui permettront de dépister ce genre de missiles. Donc, en fait, à partir du 19 avril, il y a toute une série d'attaques. Je peux très rapidement vous donner la liste. Le 19 avril, une frappe à Briansk de 7 drones kamikazes sur un radar Nebo-U. Ensuite, déjà, en fait, j'ai oublié, mais entre le 11 et le 17 avril, il y a eu ici des attaques sur au Koviltino, dans la République de Moldavie. Monsieur, qui est aussi un autre radar. Oui. Monsieur Karel Verheyken, est-ce que justement le fait que l'Ukraine aujourd'hui s'en prenne à des radars russes depuis quelque temps, cela veut dire que l'Ukraine a été dotée en armes sophistiquées pour pouvoir le faire d'abord d'une et de deux, est-ce que cela signifie qu'il y a une réelle menace nucléaire aujourd'hui si ce genre d'attaque continue à se faire dans la région? Oui, c'est ça où je voulais en venir. C'est-à-dire, il y a eu d'abord les attaques par l'Ukraine, essentiellement, c'est des drones kamikazes. Donc, c'est des drones, des choses pas très chères, mais quand même pour les guider. Par exemple, là, sur Armavir, c'est un drone fabriqué donc par le Portugal, par une société qui est basée à Londres. Donc, voilà, c'est des armes européennes qui frappent la Russie. Hein, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, évidemment, il y a radar et radar, et dans deux cas, dans le cas d'Armavir et dans le cas de Orsk, donc le 26 mai, dimanche, on était quand même à 1800 km de la frontière russe. Ce sont des radars qui, comme vous l'avez dit, ce sont des radars de l'alarme précoce qui permettent normalement à la Russie de détecter des missiles intercontinentaux nucléaires d'entrer sur son territoire. Donc, une fois que vous avez aveuglé, imaginons, bon, pour l'instant, on ne connaît pas exactement les dégâts. Il y a eu un feu, c'est un peu... Vous envoyez un drone dans un bâtiment, ça ne détruit pas forcément le bâtiment, mais c'est quand même un symbole extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on est en train de franchir une ligne rouge, un cap, c'est-à-dire qu'on attaque des éléments du système de défense et de la dissuasion russe. Et comme M. Poutine l'a clairement fait comprendre en 2020,
une fois que les intérêts vitaux de la Russie et donc sa propre capacité de défense de son territoire sont mis en danger, la Russie qui vient de faire des manœuvres et a défilé donc avec des armes nucléaires tactiques pour bien montrer qu'elle dispose de ce genre d'armes, en fait, on joue avec le feu nucléaire. On n'est plus dans le verbiage et on est surtout dans un aveuglement occidental où on pense que Poutine, il fait du bluff et que, comme au poker, il joue du poker menteur, donc on peut y aller. Donc on est quelque part, on a nos dirigeants, y compris le président Macron, qui sont dans une réalité parallèle où tout cela n'existe pas. Oui, justement, il y a eu des mises en garde russes qui disaient que de toute façon, ce n'est pas l'Ukraine qui est en train de jouer à ce jeu, mais c'est surtout Washington qui est derrière. Donc, preuve à l'appui, on a attesté les déclarations des responsables russes concernant cette dernière attaque. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de faire dans la provocation pour faire un peu sortir l'ours de sa tanière, donc l'ours russe, et que cela, sur le long terme ou sur le moyen terme, puisse dégénérer en guerre thermonucléaire. Alors pourquoi dans votre institut, donc l'Institut Schiller, on parle de menaces thermonucléaires et non pas de menaces nucléaires? Quelle en serait la différence, Karel? La différence, c'est que normalement, si vous voulez, normalement, quand le général de Gaulle et d'autres ont conçu la force de frappe, la dissuasion nucléaire, ce n'est pas une arme de terrain. C'est une arme de dissuasion. Oui. Et une fois que nous avons jamais, et tout analyste militaire compétent sait très bien qu'une fois qu'il y a même une petite arme nucléaire qui est déployée, en fait, ça va déclencher l'ensemble du feu nucléaire. Et ce feu nucléaire, il n'y a pas seulement des bombes atomiques, il y a aussi des bombes H. Donc thermo, ça veut dire que une bombe H, ça vous allume en fait l'oxygène qui est dans l'atmosphère. Ce n'est pas seulement un grand choc et de la radioactivité, c'est carrément une calcination d'une population en temps réel, puisque l'atmosphère elle-même, en fait, s'enflamme. Donc il faut avoir peur. Moi, j'ai pas peur de le dire pour faire une mauvaise plaisanterie. Oui. Mais si vous voulez, on est dans ce que les Américains appellent le nuclear chicken game, le jeu de la poule mouillée. Oui. C'est un jeu où vous avez deux voitures qui foncent à 160 à l'heure l'une sur l'autre, et le premier qui dévie son véhicule, il est considéré comme un lâche. Oui. Vous voyez, donc là, on a deux superpuissances. On a la Russie qui est quand même, en termes de tête nucléaire, la plus grande puissance nucléaire du monde. Et on pense qu'on allait mettre à genoux la Russie. On pense qu'ils allaient tous mourir de faim. Et tout cela, évidemment, ça ne s'est pas produit du tout. Actuellement, en Ukraine, on est en train d'enrôler les jeunes parce qu'il n'y a plus de soldats. Oui. L'âge moyen Juste des soldats. Un petit détail, Karel. Est-ce que la superpuissance occidentale qui est représentée par les États-Unis et avec ses alliés donc européens ont le droit de jouer à ce jeu nucléaire de poule mouillée ou de celui qui donc déviera le premier, et ça engage l'avenir de toute l'humanité? Peut-on aujourd'hui prendre avec sérieux cette humanité comme un jeu? Non, pas du tout. C'est absolument irresponsable et c'est de l'inconscience criminelle dans le sens que nous avons un monde en déclin dans le monde occidental. On a depuis 40 ans une course vers la finance, vers la spéculation financière. Face à cela, le Sud global, autour des BRICS, autour de l'Organisation de coopération de Shanghai, on est en train de faire un nouveau paradigme basé sur la coopération mutuelle et une coopération mutuellement bénéfique. Donc on a une société occidentale en déclin qui veut s'accrocher à sa puissance, à sa volonté d'hégémonie et qui pour cela est dans une fuite en avant, y compris sur le plan militaire, d'aller se suicider, je dirais. Le problème, c'est que ces dirigeants vont se suicider, mais nous avec. Donc
Donc il est à nous de vraiment créer des changements de régime, Oui. si on veut, et surtout de philosophie et de conception de l'être humain. Oui. Je pense que la guerre n'est jamais le chemin vers la paix. Oui. Karl Verken, alors on a dit que ces attaques de drones ukrainiens qui se sont déroulées entre le mercredi à jeudi, c'est-à-dire du 23 au 24 mai, ont été très critiquées par la Russie, mais ce n'est pas un hasard non plus que cela se déroule juste au lendemain, donc quelques temps après les manœuvres militaires russes dans la région. Que cherche justement l'Ukraine en utilisant ces drones? Est-ce que réellement on veut tester la capacité militaire de la Russie, voir si réellement ces radars sont performants dans la détection d'attaques missiles nucléaires, ou tout simplement on veut aller vers une sorte de provocation directe? Car il serait plus facile peut-être de s'en acquérir ou de plutôt vérifier la véracité ou même cette artillerie militaire russe en utilisant tout simplement des renseignements au lieu d'aller vers des attaques directes sur le terrain. Il y a les deux choses. Il y a M. Zelensky qui aujourd'hui est en fin de mandat. Donc normalement la conférence de Genève où l'Ukraine essaie de rallier à sa cause le Sud, et malheureusement des pays comme l'Inde en fait veulent jouer un peu sur tous les tableaux et tombent dans le panneau. Et de l'autre côté, vous avez des dirigeants militaires en Ukraine qui, eux, doivent donner le moral aux troupes. Et pour que les troupes continuent à accepter de se sacrifier, il faut bien pouvoir annoncer quelques victoires. Donc, après, le problème, c'est que vous avez toute une série de soi-disant mercenaires qui sont déployés, qui sont en réalité des conseillers militaires étrangers, qui sont déployés sur le terrain pour faire fonctionner tous ces armements extrêmement sophistiqués. Donc tous ces gens-là doivent prouver que l'argent, que les milliards qu'on a donnés à l'Ukraine, que ça sert à quelque chose. Et en réalité, ben voilà. Par ailleurs, les meilleurs experts du monde constatent que le conflit est totalement perdu. Oui. Donc, si vous voulez, on est dans une fuite en avant, dans des actes symboliques, et dans, évidemment, les Russes, évidemment, vous avez tout à fait raison de souligner que chaque fois qu'il y a un drone qui pénètre aussi profondément sur le territoire russe, ça permet de repérer, de vérifier les défenses, y compris les défenses antinucléaires contre les armes nucléaires de la Russie. Donc tout cela, c'est joué vraiment avec un chalumeau au bord d'une poudrière et disons, avec le moindre erreur, l'erreur de compréhension, le manque de... Disons, le minimum aurait été que Biden aurait dû tout de suite appeler Poutine. Depuis 6 mois, je crois, il ne se parle absolument pas. Oui. Pour s'expliquer sur cette attaque des drones sur Armavir. C'est évident. Donc, sous Kennedy, en fait, il y avait des canaux. Quand il y avait un conflit, on se parlait. Aujourd'hui, il n'y a plus de canaux. Donc, oui. Au fait, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Finalement, l'Occident veut un petit peu vérifier certains faits. Est-ce que, c'est-à-dire qu'ils vont dans la perspicacité des radars russes sur le terrain? On veut savoir réellement si ces radars qui détecteraient des missiles d'attaque nucléaire sont performants ou pas. D'ailleurs, à ce propos, le professeur Théodore Postel, qui vous avez donc cité dans votre institut Schiller, avait dit que les systèmes russes d'alerte rapide par satellite est très limité et ne peut être utilisé pour couvrir les angles morts créés par les dommages subis par le radar. Qu'est-ce qu'on cherche finalement? Est-ce qu'on est en manque d'informations et que seules les attaques et les provocations permettent de voir si ce système militaire est perspicace ou pas sur le terrain? Russe, bien sûr. Disons que moi j'admire la patience du président Poutine parce qu'effectivement on est en train de mettre à la preuve effectivement leur système de défense. Ah, vous pensez que c'est ça? Ah ben oui, et d'ailleurs il y a eu une réorganisation de tous les gens, il y a eu pas mal de remous au plus haut niveau de la défense militaire en Russie dans les dernières semaines.
Donc il y a effectivement je sais pas, on peut spéculer beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Ce qui est clair, c'est que on crée une situation où il y a un effondrement total de la confiance mutuelle à créer un monde meilleur. Donc, alors qui fait quoi je... Il y a une sorte de Karen, Karel, il y a une sorte d'accord tacite quelque part entre, on n'a pas cette impression en tous les cas, entre les États-Unis, l'OTAN, c'est-à-dire et leurs alliés, l'Europe, et bien entendu la Russie, qui jusque-là fait preuve de beaucoup de sagesse, d'appel à la raison, de maîtrise de soi, parce que de toute façon, la succession et la série de provocations occidentales aurait provoqué ou aurait pu faire sortir de ses gants n'importe quel autre pays. Est-ce que cela veut dire que tout simplement, Poutine a compris le but du jeu? Poutine est un excellent stratège. On peut le critiquer par ailleurs, mais c'est un excellent stratège. Et en fait, il sait que vous n'avez que prendre une carte du monde et voir, disons, les opinions publiques. Si vous voulez, il faut bien voir que c'est pas le conflit disons, le conflit date du Maïdan de 2014. Ça fait 8 ans que la Russie montre une patience énorme jusqu'au moment, effectivement, on a commencé à avoir une augmentation massive des gens qui étaient bombardés, quand Kiev bombardait ses propres populations, hein, dans le Donbass, qui étaient des populations russophones. Et quand on a commencé à vouloir interdire la langue russe, évidemment, vous créez des situations où Poutine a appliqué ce qu'on appelait, du point de vue occidental, on appelait ça l'obligation de protéger avant, quand on faisait des interventions géopolitiques. Donc la question aujourd'hui, c'est de trouver un moyen d'en sortir par le haut. Et ça ne peut que le problème aujourd'hui n'est pas Poutine. Le problème, c'est que par exemple, monsieur Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui normalement ne peut prendre aucune décision à la place des États membres de l'OTAN, monsieur Stoltenberg va dire, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc il dépasse ses prérogatives. Le moment est parfait, notamment pour un pays comme la France, de faire une politique de la chaise vide à l'OTAN et de bloquer toute décision, parce que ce n'est plus une alliance qui veut défendre, c'est une alliance devenue offensive au service d'une oligarchie financière basée à Londres, à Washington et dans la Silicon Valley. Donc, alors, on est en droit de se poser comme question quand même le fait qu'aujourd'hui, par exemple, avec la visite de Blinken à Prague, où se déroule donc ce fameux sommet, il est question de l'Ukraine et surtout de encore débourser de l'argent pour aider l'Ukraine. Les États-Unis l'ont affirmé, on va encore aider l'Ukraine. À aucun moment, depuis le début de la guerre en Ukraine, nous n'avons vu un Occident plutôt qui tend la main vers la Russie pour essayer de trouver un terrain d'entente, une sorte de dialogue, de négociation. Pire, de plus en plus, on encourage l'Ukraine à aller en guerre. Et le fait d'aujourd'hui redoubler d'attaques de ce genre de drones sur des bases de militaires russes de radar, de détection de radar, est-ce que ce n'est pas finalement un aveu d'échec donc de cette guerre contre l'Ukraine et ce qui revient à dire qu'on va encore redoubler l'escalade? Hélas, oui. Et on a maintenant les preuves qu'à Istanbul, il y avait un préaccord sur lequel la Russie avait fait des énormes concessions par rapport à l'Ukraine. Cet accord est en train d'aboutir. Et ce sont les Occidentaux. C'est monsieur Boris Johnson qui est allé dire à M. Zelensky qu'il était hors de question de s'engager dans la paix avec la Russie. Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec un conflit entre l'Ukraine et la Russie, comme vous dites. C'est vraiment... D'ailleurs, normalement, on n'aurait jamais dû étendre l'OTAN jusqu'aux aux frontières de la Russie. La Russie a fait connaître ses préoccupations stratégiques et de sécurité. Sur son tracé frontalier.
en disant qu'il y a une sécurité indivisible, que la sécurité de l'Ukraine dépend de la sécurité de la Russie et vice-versa. Et donc, en plus, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Oui. Donc, la seule bonne nouvelle, c'est que M. Biden, en fait, va perdre l'élection pour la question de Gaza et pour la question de l'Ukraine. Parce que les Américains qui voient leur niveau de vie s'effondrer et qui voient qu'on envoie des milliards en Ukraine, alors que rien n'est fait pour améliorer leur niveau de vie, ils disent, bon, qu'ils s'occupent déjà de nous d'abord. Et ensuite, il y a beaucoup d'Afro-Américains et de Latinos qui voient dans le génocide fait à Gaza exactement ce qu'on a fait, et ce qui est toujours dans la tête de certains suprémacistes blancs aux États-Unis qui ont cette vision de l'autre comme un ennemi. Et donc, Biden qui veut avoir en même temps le vote de la population. En plus, il y a énormément de juifs américains qui sont complètement scandalisés par le soutien de Biden à Netanyahou. Hein. Dans les universités, c'est énormément, de jeunes juifs. Oui. Donc ça, c'est porteur d'un changement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative réelle. Nous avons quelques amis comme Diane Sare pour le Sénat et José Vega pour le Congrès qui se présentent là-bas pour essayer de, au moins, mettre les vraies questions sur la table. Mais à nous d'en faire autant, évidemment, en Italie, en Allemagne, en France, où il y a trop de divisions et où on polarise les débats autour des choses qui sont tellement subalternes et secondaires que les gens sont complètement perdus et ne voient pas du tout la réalité. Oui, alors, Karel, comment expliquez-vous aujourd'hui, ou quel intérêt a Washington, ou plus ou moins l'OTAN et leurs alliés, donc, que sont donc les pays occidentaux, quel intérêt ont-ils à ouvrir plusieurs fronts, celui de l'Ukraine, et alors que l'Europe commence réellement à sentir la crise de cette aide financière sur l'Ukraine, alors que l'Ukraine est en train de s'émietter de plus en plus et de s'affaiblir, alors que également à Gaza, il y a un autre front qui est ouvert par les États-Unis, par l'entité sioniste et pourquoi pas par l'OTAN, puisque cela va de soi. Quel intérêt finalement ces pays ont à ouvrir plusieurs fronts et qui ont un début, mais dont on voit très peu la fin, ou très mal. La vision longue des néoconservateurs américains, c'est l'ennemi qui doit abattre, c'est la Chine. Et donc l'Ukraine, en fait, parce que la Chine déjà en PIB ajusté au niveau de vie réel, a dépassé les États-Unis. La Chine a sorti plusieurs centaines de millions de gens de la pauvreté extrême. Et donc, énormément de pays regardent quels sont les avantages qu'ils puissent entre travailler avec cet Occident ou travailler avec le pôle des BRICS. On voit bien comment les choix se font. Donc pour ces néoconservateurs, les conflits au Proche-Orient et en Ukraine, quelque part, c'est un tour de chauffe. C'est-à-dire, on maintient cette production d'armement qui est devenue une véritable drogue aux États-Unis. On rehausse l'économie. Vous savez que tout ce qui a créé Internet, ce qui a créé les GAFAM, Palantir, vous savez, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'armée israélienne utilise l'intelligence artificielle pour désigner les cibles avec des marges. Alors, on dirait une intelligence artificielle va tuer moins de gens qu'avant, mais c'est le contraire. En fait, maintenant, on accepte des marges de plus de 100 collatéraux. Donc, on va raser tout un immeuble pour simplement cibler je sais pas moi, le cousin d'une personne qui est dans le Hamas. Donc, c'est vraiment une folie. On est dans un monde de folie où il faut que les peuples se lèvent et non seulement se fâchent, ou se mettent en colère, mais qu'ils amènent une alternative et une solution. Une solution. Oui. On travaille pour ça.
Oui. Merci beaucoup, Monsieur Karel Verheyken. Je vous rappelle que vous êtes expert en géoéconomie à l'Institut Schiller en France. Merci d'avoir été avec nous en direct de cette émission L'Échiquier international qui vous retrouvera demain. Merci pour votre attention. Au revoir.